Bienvenue dans cette nouvelle session du programme Achat circulaire et solidaire. Je m'appelle Stéphanie Morisset. Je travaille à la métropole du Grand Paris où je pilote le pôle économie circulaire et solidaire. Nous avons beaucoup de nouveaux venus en cette première session 2023, donc bienvenue à vous. Le programme Achat est une initiative portée par la métropole, l'Institut national de l'économie circulaire, les Canaux via sa filiale, l'Agence des économies circulaires et solidaires, l'Observatoire des achats responsables, en partenariat avec, le Commissariat général au développement durable et son plan national pour les achats durables. Cette session, d'aujourd'hui est dédiée, à l'événementiel et au salon. C'est la première session, elle est dédiée aux enjeux, réglementaires, circulaires et solidaires de cette famille d'achats. Elle sera complétée dans 3 semaines, comme à chaque fois, d'une autre session sur, les retours d'expérience et des présentations de porteurs de solutions. Quelques petites, consignes pour le webinaire d'aujourd'hui. C'est un webinaire qui est enregistré. Vos micros sont coupés d'office, mais vous pouvez poser vos questions dans le chat. Et dans ce cas-là, n'hésitez pas à vous renommer, votre profil en nom, prénom, organisation pour qu'on sache, comment, cibler notre réponse. On est, aujourd'hui accompagné d'Hugo Conzelman de l'Institut national, de l'économie circulaire et d'Eva Secchiorelli de l'Agence des économies solidaires et je laisse la parole à Hugo pour le déroulé de cette session. Bonne séance. Merci Stéphanie. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que tout le monde m'entend bien. Bienvenue donc dans ce premier atelier méthodologique de l'année 2023. Il sera consacré donc au secteur de l'événementiel et des salons, qui est un secteur qui doit accomplir sa mue et doit l'accomplir très très vite. Et pour cela, il aura besoin sans doute d'acheteurs publics qui sont consciencieux et responsables au niveau de l'achat public circulaire. Alors, le déroulé de la séance, donc comme il y a pas mal de nouveaux, je le redis, je le réexplique. On va d'abord parler des grands enjeux et de l'actualité réglementaire autour de ce secteur-là. Ensuite, on présentera quelques clauses pour illustrer comment vous pouvez construire votre marché et le rendre plus responsable sur ce secteur spécifique de l'événementiel. Et puis quelques guides et quelques ressources vous seront présentées pour que vous puissiez approfondir votre réflexion. Et ensuite, je vous présenterai la fameuse grille méthodologique qui vous accompagnera dans la construction de votre nouveau marché, votre marché circulaire et solidaire. Alors, quels sont les grands enjeux circulaires autour de l'événementiel? Alors déjà, on va essayer de définir ce que c'est, parce que il y en a, voilà, il y a plusieurs définitions. On va s'arrêter sur celle-là pour notre webinaire d'aujourd'hui. L'événementiel, il s'agit de mobiliser sur un moment donné et relativement court des moyens matériels et humains dans le but de créer une activité éphémère, générant à la fois des besoins en termes d'accueil, de déplacement et globalement des forts besoins logistiques. Ces événements, voilà, ils peuvent être à vocation économique, hein, donc voilà, on les connaît tous, des salons, des foires, des forums. Ils peuvent être sportifs, bien évidemment, ou ils peuvent être culturels. La délimitation qu'on va faire pour ce secteur-là, pour notre webinaire, même si c'est, la délimitation classique, voilà, c'est des événements qui sont, organisés pour des particuliers ou pour d'autres professionnels tels que, des entreprises, des collectivités ou encore des associations. Quels sont les grands domaines, concernés? Je vous en ai mis, quelques-uns. On a le domaine de la logistique qui est très concerné par, ce secteur de l'événementiel. On a le domaine des prestations de manière, générale. On a le domaine de l'alimentation et le domaine des, décorations ou de, l'aménagement. Quels sont les grands flux de déchets qui sont concernés par le marché de l'événementiel? On en a, 6 grands qui ont été identifiés notamment par, les professionnels eux-mêmes. On a, les moquettes,
qui ont une durée de vie assez, limitée. Dans le cadre de l'événementiel, on a bien évidemment le plastique, le coton, gratté, le bois, en y intégrant, le mobilier bois, les surplus, alimentaires bien évidemment, grand enjeu là-dedans et la signalétique qui, mine de rien, est assez pourvoyeuse de déchets. Quels sont les chiffres clés? Quelques rappels quand même de l'événementiel, en France, son poids, économique. Le secteur de l'événementiel français est voilà, assez important puisqu'il génère près de, 65 000 de chiffre d'affaires. C'est, un secteur qui compte, près de 335 000 emplois non, délocalisables et la France est la troisième destination mondiale, de l'accueil, congrès et Paris, est le leader mondial des salons de plus de 500, exposants, ce qui n'est pas, négligeable. Donc, chaque année, en France, on a 77 millions de personnes qui participent, à un événement et pour, à titre d'exemple, pour aller un peu plus dans le détail, tous les ans, on a, 1 200 foires et salons, qui sont organisés, donc ça fait 23 millions de participants. On a 3 000 congrès, 2 millions de participants et 380 000 événements d'entreprises, ou d'institutions et ça représente à peu près 52 millions de participants. Donc tout le monde participe un peu, au moins une fois dans l'année, à un événement, hem voilà, donc quel est l'impact de l'événementiel, sur, la ressource? Je vous ai, mis, quelques chiffres, pour bien illustrer tout ça. Selon, l'ADEME, une manifestation moyenne de 5 000 personnes, va générer près de 2,5 tonnes de déchets et va également consommer, 1 000, kilowattheures, d'énergie et à peu près, 500 kilos de papier. Donc on voit qu'on non seulement ça va générer des déchets, mais ça va être aussi très consommateur en énergie et en ressources, ce qui est une spécificité là du secteur de l'événementiel. Le secteur de l'événementiel, par exemple, consomme, comme je vous l'ai dit, 4 millions pardon, de mètres, carrés de moquettes par an. Donc c'est, assez considérable et comme je vous l'ai dit, le la durée de vie de ces moquettes-là est, absolument dérisoire et donc on voit bien qu'il y a un effort à faire, par exemple, là-dessus, sur, cette chose spécifique qu'est, la moquette. L'organisation d'une convention, elle peut entraîner la production de 14 kilos de déchets, par participant et celle, d'un, séminaire, international, elle va entraîner la production de près de, 34 kilogrammes, enfin, elle peut aller jusqu'à 34 kilogrammes de déchets, par, invité. Donc un impact, pas négligeable à la fois sur la ressource, sur la production, de déchets. Les grands enjeux, écologiques autour de l'événementiel, quels sont-ils? J'en ai identifié, 3 qui vont nous permettre, aussi de réfléchir, à notre, marché, pour le rendre, plus circulaire. On a, le principal enjeu bien évidemment qui est identifié, c'est, réduire et valoriser, ces déchets. Le principal enjeu reste la réduction des déchets et ça voilà, il y en a plusieurs types, notamment, donc il peut y avoir, des déchets alimentaires, les déchets plastiques, les déchets papier, les déchets que constituent les fameux goodies aussi. Donc le gros enjeu là, c'est, la question, du déchet. Deuxième grand enjeu également, c'est, la consommation d'eau et d'énergie puisque le secteur est fortement consommateur de ces 2 ressources-là. Et on voit qu'il y a une petite évolution puisque le contexte actuel, voilà, crise énergétique, crise de la ressource, aide quand même les professionnels à prendre conscience de cette situation et le secteur a, par exemple, signé une charte de sobriété énergétique, dans la lignée des plans de sobriété énergétique annoncés par les pouvoirs publics ces derniers mois. Enfin, l'autre grand, enjeu, c'est, qu'il faut qu'il y ait un marché un marché durable suffisamment mature autour de ces questions, et de ce secteur-là, tant en produits, éco-conçus, en amont de l'événement qu'en débouchés de réemploi, ou de réutilisation ou de recyclage même après. Ce sont là des champs, économiques qui sont souvent hors de portée des entreprises organisatrices et qui limitent leur action, souvent, en matière d'écologie
Et là, donc en fait, avoir un marché suffisamment mature là-dessus, c'est un vrai enjeu pour l'événementiel. Quels sont les freins au déploiement, de l'événementiel, circulaire? On en a identifié, plusieurs. C'est déjà un marché, aux demandes, qui très diverses, hein. Donc l'événementiel, c'est un marché, voilà, conséquent, qui est vaste et il y a énormément, d'événements, énormément de types d'événements, énormément de modèles d'événements qui facilitent pas forcément une forme de standardisation, sur des critères, durables, et circulaires. Et donc ça limite aussi le déploiement de cet événementiel plus responsable. On a une réglementation qui est, contraignante, notamment et c'est aussi compréhensible, hein, sur, certaines denrées alimentaires. Donc la récupération de ces denrées-là, elle est, complexe du fait de certains freins, réglementaires. Et par ailleurs, on a aussi, la question, de la récupération de certains déchets qui n'est pas réglée et qui nécessite quand même, l'extension de certaines REP, donc certaines responsabilités, élargies du producteur pour, ces déchets, spécifiques-là. Enfin, il faut quand même le signaler, même s'il y a eu des progrès, on a des professionnels qui sont encore peu sensibilisés, à cette question-là, qui sont dans une situation économique qui est complexe puisque, avec la pandémie, le secteur de l'événementiel a vu, son activité, fondre comme neige au soleil et que ce soit pour des raisons économiques ou pour des questions d'habitude, les professionnels ne se préoccupent pas, en premier lieu de ces questions, écologiques de manière, générale. Voilà un petit peu les freins et ça vient un peu clôturer notre première grande partie sur les grands enjeux écologiques et les chiffres clés. Alors quelle est l'actualité réglementaire, autour, de ce secteur-là? Eh bien, on a d'abord la grande loi, hein, la grande loi AGEC, qui est, à l'origine de pas mal de mesures qui sont venues, encadrer ce secteur-là et son activité. Il y a, vous le voyez dans cette petite, illustration, heu, sur les 3 dernières années, il y a eu ou il vient d'avoir des, interdictions de pas mal, d'objets, jetables, qui touchent, directement, l'événementiel. Donc, les gobelets, les verres, les assiettes jetables. Il y a aussi une obligation pour les lieux accueillant du public d'installer des fontaines d'eau potable. Donc c'est aussi, une contrainte, pour ces acteurs-là. Puis, on a vu aussi qu'il y a eu, voilà, plusieurs types d'interdictions, les pailles, les confettis, les piques à steak et cetera, qui, en général sont très consommés dans le secteur, de l'événementiel. Donc un secteur qui est obligé de faire sa mue assez rapidement du fait d'une réglementation qui vient être de plus en plus contraignante et puis il y a la fameuse, interdiction, enfin obligation plutôt, de servir des repas, et des boissons dans des gobelets, des assiettes et des récipients, réemployables. Donc ça ne touche pas que McDo, mais ça touche aussi, le secteur, de l'événementiel et puis, ces, interdictions-là, elles touchent, bah, par, ricochet, si je veux dire, les, goodies qui sont, des objets souvent composés, de plastique et qui sont, fortement consommateurs de ressources, sachant que en plus leur durée de vie est assez faible. On a aussi, dans cette loi, AGEC, des mesures qui, ont été, prises pour favoriser, le réemploi. Notamment, la possibilité pour, l'État et les collectivités, de céder gratuitement les installations, nécessaires à l'organisation d'événements de type décor et signalétique qui sont 2 types, déchets qu'on retrouve très souvent, à l'issue, d'événements. Donc cette mesure-là, elle part d'une bonne intention, elle est bonne. Bon, là, par contre, elle va devoir nécessiter un travail, d'identification, des produits, en amont et des organismes, susceptibles de recueillir ces installations, en aval. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui peut s'avérer assez, efficace, pour, réduire, les déchets, d'un événement organisé notamment par, une collectivité. Enfin, on a, au travers de cette loi, un renforcement de la valorisation, des déchets, 2 choses qui vont impacter, ce secteur-là, à plus ou moins long terme.
on a l'interdiction de la mise en décharge des déchets, non dangereux, valorisables avant 2035 qui aura forcément un impact sur l'organisation de la collecte de ces déchets, lors de, l'événement. Et de même, on a la collecte séparée des biodéchets qui arrive, dès, l'année prochaine et qui est déjà, bon, largement, mise en place, dans certains événements, mais qui nécessite d'être tout à fait généralisée. Là, ça va être des vrais sujets logistiques, des vraies questions pour, les organisateurs et ceux qui demandent à ces organisateurs, de faire des efforts, en matière, écologique. On a aussi, certaines REP, voilà, je fais un petit point sur la REP, dans le secteur de l'événementiel puisque, il y a un certain nombre de produits qui sont concernés par la REP, donc la responsabilité élargie du producteur qui en gros est le principe du pollueur-payeur, hein. Les metteurs en marché, payent pour le traitement des déchets qui sont, émis. Au sein du secteur de l'événementiel, on a, donc, pas mal de produits qui sont, concernés. On distingue ceux qui appartiennent à des filières, déjà, existantes, donc les filières, emballage, les éléments, d'ameublement et de décoration textile, les produits textiles et puis ceux alors là, la loi a déjà, plus ou moins créé certaines REP où elles sont en train d'être mises en place. C'est pour ça que je mets ceux dont la loi prévoit la création, mais les produits, du tabac équipés d'un filtre plastique, les jouets, les articles de sport et de loisirs et les articles de bricolage et de jardin. Par ailleurs, le diagnostic, ressources qui, est censé, permettre de recenser les déchets et ressources d'un bâtiment, concernera les ERP, donc les établissements recevant du public. Donc concernera également, dans certains cas, le secteur de, l'événementiel. On a une norme, ISO, qui, est, assez ambitieuse, qui a été, enfin le secteur de l'événementiel s'est doté de son propre outil de standardisation, pour aller plus loin, en matière de contraintes, écologiques et responsables. Donc cette norme ISO, 201-21. Elle est assez contraignante et elle vise à promouvoir le développement, durable intégré à l'activité, événementielle et voilà, elle cherche à fournir un cadre que les organisateurs d'événements, les sites d'accueil et les autres maillons de la chaîne, logistique, événementielle peuvent reprendre pour, intégrer et maintenir, la notion de développement durable dans leur méthode de travail. Bon, c'est une norme, qui, est un peu au fondement de l'activité, la nouvelle activité que l'événementiel veut déployer. Simplement, elle est encore, très complexe à mettre en œuvre et les événements certifiés sont encore peu nombreux en France, hein. Je crois qu'il y a, voilà, Roland-Garros, notamment qui est, certifié, à la norme, à cette nouvelle norme. Mais elle constitue quand même une bonne base de travail pour, tous, les acteurs. Donc il est important de la signaler. Et puis on a des labels, certifiants qui sont des bons indicateurs, pour, identifier, les bons acteurs. Ces labels, ils sont, voilà, assez, nombreux. Je vous en ai mis quand même quelques-uns pour, que vous puissiez identifier, quels acteurs, seront les bons interlocuteurs. On a plusieurs types, donc certains sont généralistes, d'autres sont sectoriels, d'autres, vous les connaissez bien, sont, nationaux, enfin sont des labels, nationaux ou européens. Donc on a la charte, qualité et développement durable, France Congrès qui elle est dédiée spécifiquement au centre, de congrès. On a le label, Lucie qui garantit l'engagement dans, les démarches, RSE liées à une autre norme ISO, L, 26000, spécifiquement, donc liée à la RSE, pour les PME et les organisations. Alors sur la partie, sport, on a les labels FEDERSport. On a, un ensemble de labels également qui sont liés, aux équipements et aux lieux, qui accueillent des espaces, événementiels, donc l'écolabel européen, les services, la clé verte pour les hébergements, Green Globe qui est dédié au voyage responsable et cetera.
Pour les prestataires du spectacle, on a, le label Presta DD, qui incite les acteurs à se positionner sur, les différents domaines du développement durable et puis, il y a aussi le label quand même Imprime Vert pour les imprimeurs qui sont en général fortement sollicités sur ces événements. Donc on voit qu'il y a une vraie diversité et une certaine richesse en matière de labels qui pourra, vous aider à construire aussi votre marché. Alors, on va passer aux clauses, à retrouver sur la clause verte qui est un site qui recense un peu toutes les clauses, qui ont, été, mises, déjà en pratique par des acteurs, publics, des clauses, voilà responsables, hein, que ce soit en matière, circulaire ou solidaire. Et nous l'abondons, régulièrement, pour vous permettre de retrouver toujours plus de clauses et vous aider à construire votre marché. On a une première clause là qui est un petit peu courte, mais qui est, une clause qu'on appelle la clause, aménagement et elle permettra de rappeler, aux prestataires le caractère circulaire du marché que, vous allez, mettre en place, notamment en matière d'aménagement, puisque c'est quand même, encore une fois, je le rappelle, l'aménagement qui est très producteur de déchets. Donc, on va pouvoir, inclure une clause relativement simple, l'aménagement sera dans la mesure du possible conforme aux principes de l'économie, circulaire et solidaire, en détaillant par exemple, voilà, la location, sera préférée à l'achat, bien évidemment, l'éco-conception, le réemploi, le reconditionnement et l'intégration de matières recyclées et recyclables. On a une autre clause qui, elle, est un peu plus fournie, qui là est un peu plus détaillée sur, la partie spécifique, qui est la signalétique. Là aussi, qui étant très productrice de déchets, pourra faire l'objet d'une clause particulière, d'une attention particulière de la part, des acheteurs et de la part, du prestataire. Et cette clause, elle va venir intervenir sur les matériaux choisis pour la signalétique. Encore une fois, en essayant de les rendre les plus conformes, les plus conformes possibles au principe de, l'économie circulaire et solidaire. En détaillant, bien évidemment, tout le processus, hein, qui va rendre, ces signalétiques plus durables, notamment en détaillant, voilà, l'éco-conception, on va également préférer des matériaux biosourcés. Pourquoi ne pas mettre, par exemple, préciser quelques exemples, donc encre végétale, bois, papier, carton issu de forêts, gérées durablement, oriflamme en tissu le cas échéant. Donc vous voyez, c'est relativement, détaillé. Et puis on va, également, préciser pourquoi pas la livraison qui sera bas carbone et dans des emballages éco-responsables. Et là, on va pouvoir aller, pourquoi pas détailler aussi ces emballages-là. Le papier froissé ou carton ondulé, crêpé, cannelé, très facilement recyclables seront préférés aux emballages plastiques, très difficilement recyclables du type papier bulle, film plastique. Donc là, vous voyez, on détaille un petit peu ce qu'on ne veut pas: film plastique, feuilles de mousse plastique, chips de calage en polystyrène. Les chips, et là encore une fois, on va encore plus loin dans le détail, les chips de calage dites, biodégradables, n'étant pas biodégradables, ou elles ne l'étant que dans des conditions particulières, elles seront également à proscrire. Et puis enfin, on va préciser, aussi que, cette signalétique-là, peut faire l'objet de réemploi et on va favoriser cette signalétique qui peut être réemployable. Et enfin, on va aussi préciser, pourquoi pas, que la réalisation, l'impression, le colisage sera fait par du personnel, d'entreprise adapté ou d'insertion. Voilà pour cette clause, signalétique. Encore une petite clause, sur, la question là de la restauration spécifiquement. Là aussi, très producteur de déchets dans l'événementiel. On a une clause qui est, une clause appelée donc, gaspillage alimentaire et qui sera insérée dans les marchés publics événementiels, prévoyant, la mise en place d'un service de traiteur ou de restauration. Et on va préciser que le titulaire accompagnera, les traiteurs dans la mise en place de mesures de restauration responsable. Là encore, on va préciser, utilisation de vaisselle réutilisable, prévention du gaspillage alimentaire, mise en relation avec des associations locales effectuant des maraudes à destination de personnes en situation de précarité pour, anticiper et organiser la redistribution d'éventuels surplus alimentaires. Donc ça,
il est possible que ce soit déjà largement fait dans certains de vos marchés, publics, mais c'est toujours bien, de le rappeler. Enfin, une dernière clause qui est celle de la mobilité. Voilà, les événements, l'événementiel étant un secteur qui nécessite beaucoup de déplacements, d'utilisation de transports souvent, carbonés, pas que pour la logistique, mais aussi pour le déplacement des personnes. On va essayer d'inclure une dimension environnementale dans notre marché. Et par exemple, en cas de visite de sites éloignés, des, transports, en commun, le titulaire, devra fournir, des solutions, de navettes routières afin de véhiculer les participants et on pourra préciser, la solution de mobilité sera à faible empreinte environnementale. Voilà, je vous ai mis 2 exemples, le transport électrique, ou le biogaz, mais on peut détailler en fonction, des alternatives. Je tiens là, puisqu'on a semble terminé notre, partie, close à remercier, Annabelle pour, m'avoir aidé à, écrire, ces clauses-là. Voilà, donc quelques conseils pratiques quand même. Je les avais déjà mis, auparavant, mais je vous les remets parce que c'est quand même très utile dans la, construction, de, votre marché pour le rendre plus circulaire. On va essayer de l'allotir le plus possible puisque comme je vous disais, les réalités économiques sont pas et la maturité d'un marché et d'une filière sont pas toujours au rendez-vous. Donc allotir, un marché, peut être une solution efficace pour, chercher voilà, on peut chercher à multiplier et différencier la taille, le nombre et la désignation, des lots et ça va nous permettre à la fois de sécuriser notre approvisionnement puisque c'est quand même, ce qu'on cherche à faire, tout en faisant un effort, réaliste en matière, d'achat, circulaire. Et puis enfin, deuxième conseil pratique, n'hésitez pas, encore une fois, à être flexible sur la désignation des références de produits, pour là encore faciliter la rencontre de l'offre et de la demande. La désignation, elle pourra être plus souple. On désignera les fournitures de manière plus générale, en se basant sur des critères larges, sans, nécessairement rechercher, l'uniformité des produits. Alors, je vous ai mis, l'exemple, c'est la désignation des emballages dans la clause numéro 2 sur la signalétique, qui peut apparaître assez détaillée, mais qui en fait vise de manière assez générale, les, produits. Voilà un petit peu pour la partie, close, autour, de ce marché de l'événementiel. On peut passer aux ressources. Je vous ai mis, quelques, guides, qui vont vous permettre de, approfondir votre réflexion et même d'aller, vraiment, constituer, votre, événement zéro waste par exemple, votre événement, sans déchets, puisque Zero Waste a fait un espèce de guide, hein, de 12 actions qui, récapitule, les choses à faire pour, rendre son événement le plus responsable possible. Et il y a également, l'INEC qui a fait, un, focus spécifique sur l'événementiel et la loi AGEC. Donc là, c'est pour, aller un peu, plus loin, en termes de réglementation et si vous avez des questions plus spécifiques, vous pouvez aller là-dessus et de manière un peu plus pratique, vous avez la CRES de Laura qui, a fait, un guide que j'ai trouvé, assez détaillé, notamment sur des questions, voilà, très très pratiques. Donc il y a un guide qui s'appelle «Enjeux et perspectives» de l'événement, ciel éco-responsable, donc qui date de 2018, mais donc qui ne prend pas en compte, forcément la loi AGEC, mais qui sur, les aspects pratiques et en tout cas, très, intéressant. Voilà un petit peu sur les guides, et ressources. On va passer, à la grille, méthodologique, qui va venir vous aider, à construire votre marché, étape par étape. Cette grille méthodologique, je le rappelle pour, ceux qui nous rejoignent, elle se base sur les 4 grands domaines, sur lesquels, agissent, l'économie, circulaire, et l'économie sociale et solidaire. On l'a segmentée en fonction donc de ces grands piliers, et elle permet de décortiquer vraiment tous les sous-segments qui vont être associés, à ces piliers avec un objectif qui va être d'agir sur, tout le spectre
du marché, du marché que vous allez, mettre en place et de faire en sorte que, voilà, la commande publique devienne un véritable levier, circulaire. Je vais faire une petite manœuvre, si vous le permettez bien, et je vais aller sur cette grille, en espérant que tout le monde la voit bien. Si le zoom est pas assez bon, enfin est pas assez, puissant, vous me dites. Je peux, éventuellement, voilà, le faire, un peu plus. Hem D'ailleurs, je vais redézoomer pour vous expliquer quand même un petit peu, voilà, ceux qui viennent, d'arriver, comment, on l'a un peu fabriqué. Mais vous voyez que sur la gauche, on a donc les grands domaines, hein, dont je vous ai parlé, l'offre des acteurs économiques, la demande, le comportement des consommateurs, la gestion des déchets et l'achat solidaire. Ces grands domaines eux-mêmes, divisés en piliers, et ces piliers, divisés en sous-thématiques, ce qui nous permet d'aller vraiment très en profondeur, vraiment de détailler, notre marché. Et à travers ces sous-thématiques, on va essayer de, à chaque fois, répondre à l'enjeu, qui nous est, posé, et de faire en sorte de rendre plus écologique chaque sous-thématique. Voilà, à travers chaque sous-thématique, on va pouvoir rendre plus écologique, notre marché. Je rezoome un petit peu. Donc vous voyez, que là, on est dans la première partie, la première grande partie, l'offre des acteurs économiques. Alors sur quoi vous allez pouvoir, vous appuyer pour rendre votre marché plus responsable? Sur la question de l'extraction des matières premières, par exemple. Heu, je le, comment? Je le mets, à chaque fois en tout premier, même si c'est pas forcément ça concerne pas forcément l'extraction des matières premières, mais c'est quelque chose qu'il faut vraiment intégrer immédiatement, dans, son logiciel. C'est qu'avant chaque achat, il faut vérifier si, le produit, qu'on va rechercher, il est pas déjà en stock, s'il y a pas déjà des produits qui vont pouvoir nous être utiles, et se demander si, l'équipement ou la prestation est nécessaire. Et s'il n'existe pas des alternatives plus vertueuses. Ça va être le premier réflexe, qui va devoir nous mobiliser. Sur, l'achat de produits neufs, si l'achat de produits neufs est nécessaire, on va essayer de pratiquer un sourcing qui va être approfondi pour savoir si, notre fournisseur est en capacité de tracer ses produits. On va essayer aussi de passer le plus possible par des produits labellisés afin, de garantir un niveau d'exigence, pour les produits et les prestations. Là, je vous, renvoie notamment à la slide label. Ensuite, sur la question, par exemple, des matériaux, recyclables et sur la possibilité d'intégration de matières recyclées. Encore une fois, si le neuf est indispensable, on va réfléchir, à privilégier le produit le plus recyclé, le plus recyclable, le plus éco-concis et le plus facilement démontable. Sur la question des matériaux issus, et des fournitures issues du réemploi et de la réutilisation. Je vous ai mis ça en gras. Pourquoi? Parce que c'est une stratégie efficace pour réduire, la consommation de ressources et l'empreinte carbone de votre marché. Sous condition, bien évidemment, que assez de produits, issus, du réemploi soient disponibles, ce qui n'est pas toujours le cas. En revanche, il faut toujours l'avoir bien en tête. Donc, on va essayer de s'approvisionner en matériaux et produits, reconditionnés ou mis à jour ou issus du réemploi et de la réutilisation. Par exemple très concret, pour un marché événementiel, on préférera, les, X-banners, aux kakémonos. Les X-banners sont de sortes de kakémonos, réutilisables. Sur la question des matériaux biosourcés, on va essayer d'inclure des clauses qui privilégient les matériaux biosourcés, comme je vous l'ai déjà, mis, dans la partie, clause. Voilà, encre végétale, bois, papier, carton, issus de forêts gérées durablement et oriflamme en tissu, par exemple. Sur la question de la réversibilité des usages, là aussi, ça va être quelque chose d'assez, stratégique dans la création de votre marché pour le rendre le plus, responsable. On va, essayer, par exemple, de réfléchir, bien évidemment, à la deuxième vie des équipements qu'on aura achetés dès, la passation du marché, et inclure des clauses privilégiant le matériel réemployable. Par exemple, voir la clause, signalétique. On va, bien évidemment, là, c'est un petit peu moins, essentiel, mais on va essayer quand même d'avoir du matériel démontable et réparable. Sur la question du processus de production, je vais peut-être pas,
aller trop vite là-dessus, puisque, enfin, je vais peut-être aller vite là-dessus, pardon, puisque c'est difficilement contrôlable pour l'événementiel. Comment on a, qu'est-ce qui a été consommé pour fabriquer ou mettre en place la prestation, c'est assez difficilement contrôlable. Sur les questions par contre de livraison, que ce soit pour la durée du transport ou le moyen de transport, là, on va pouvoir, encore une fois, comme la logistique étant quelque chose d'assez présent dans l'événementiel et la mobilité même pour les personnes, on va pouvoir agir beaucoup dessus et donc on va essayer d'axer notre marché là-dessus. Pour ce qui est de la provenance du matériel, bien évidemment, on va privilégier ceux qui sont issus de solutions de proximité. Sachant que le réemploi et la réutilisation devront aussi se faire, autant que possible, en boucle courte. Et enfin, on va aussi, essayer de préciser, encore une fois, qu'il faut privilégier les modes de transport, les moins émetteurs, en gaz à effet de serre et pourquoi pas les détailler comme je l'ai déjà fait dans la clause, transport. Enfin, autre sujet d'importance sur la question, du marché événementiel, ce qu'on appelle l'économie, de l'usage ou l'économie de la fonctionnalité, qui en gros est le principe de, privilégier l'usage à la possession. On va essayer de louer au lieu, de, acheter. Eh bien, on peut identifier, l'usage dans lequel la location peut s'avérer à la fois vertueuse et économique. C'est assez pertinent pour l'événementiel. On a un marché qui est très mature de fournisseurs là-dessus. Par exemple, pour la question, du mobilier ou de la décoration. Bon, sur l'écologie industrielle et territoriale, c'est assez peu pertinent, donc je passe relativement vite. Donc là, on a sur la partie offre, des acteurs économiques déjà bien rempli un certain nombre de critères et d'exigences. Passons à la demande, et au comportement des consommateurs. Notamment sur l'usage du produit. Alors, dans l'usage du produit, la question de la consommation énergétique, je vous l'ai déjà dit, est très, importante. L'usage du produit, enfin bon, de manière générale, hein, bien sûr. La question de la consommation énergétique dans l'événementiel est très importante, et la question de la consommation d'eau également est très importante. Là, pas grand-chose d'autre à faire que s'assurer que, les prestataires respectent, l'engagement pour la croissance verte qui a été signé en 2021 entre le, ministère de la transition, écologique et les professionnels, qu'ils respectent également la norme ISO 201-21 et la charte de sobriété énergétique signée par le représentant de la profession, pardon, de, l'UNIVEM. Enfin, sur, la question, de l'allongement de la durée de vie, des éventuels produits, on va, réemployer le plus souvent on va essayer de faire en sorte de réemployer les équipements le plus possible, à travers des solutions en interne et en externe et on va prévoir, l'utilisation, de fournitures et de matériaux qui pourront être réutilisés par le prestataire lors d'autres événements. Par le prestataire d'ailleurs, mais aussi, par, pourquoi pas la collectivité. Voilà un petit peu pour, cette question de la demande et du comportement des consommateurs. Sur la question de la gestion des déchets, qui est, la troisième partie. Sur la gestion de ces produits, comme je vous l'ai déjà dit, on va s'assurer que, le prestataire utilise, les produits qui peuvent être réutilisés autrement, priorise, des produits qui peuvent être réutilisés autrement. On va prévoir des solutions de réutilisation, notamment en contactant les ressourceries et les acteurs de, la seconde main. Là, c'est sur la réutilisation du produit en externe. Sur la réutilisation du produit en interne de votre organisation, on va essayer d'identifier des besoins et des produits au sein, de, la structure, pour pouvoir, pourquoi pas, réutiliser les produits issus de ce marché dans d'autres, organismes. Simplement, ça va demander un petit peu, de travail supplémentaire, et ça va nécessiter une plus forte communication entre les services. Sur la possibilité de recyclage, bien évidemment, du produit ou de valorisation énergétique des produits, on va faire appel, aux, éco-organismes, pour la gestion de ces déchets, donc rattachés au REP dont je vous ai parlé, précédemment.
Bon, c'est une solution qui est bien évidemment souvent, privilégiée, mais qui est loin d'être la plus, vertueuse, notamment en matière de consommation d'énergie et d'émissions de gaz à effet de serre. Enfin, la question du don, de ces produits-là, elle se joue principalement dans l'alimentation. On va pouvoir essayer d'établir, une clause garantissant, dans la mesure du possible, le don de produits, alimentaires non utilisés. Et comme je vous l'ai, déjà, dit, les collectivités ont également la possibilité de donner les aménagements et les décors, donc il faut penser à l'intégrer dans la construction de notre marché. Voilà, je laisse la parole à ma collègue Eva pour la partie achat solidaire. Merci beaucoup Hugo. Alors effectivement, en matière, d'achat solidaire, il y a pas mal de choses à faire, sur cette thématique, de l'événementiel, puisque, les structures de l'ESS, offrent vraiment une réponse sur différents volets, de l'organisation d'événements. On retrouve notamment beaucoup de structures, sur les sujets de la restauration, mais également sur tout ce qui est gestion des déchets et réemploi, sur les sujets de communication et plus généralement, d'organisation, d'événements. On verra, quelques exemples, aujourd'hui, mais surtout, on aura une présentation de portraits d'acteurs, lors du webinaire du 31. Et donc on peut commencer tout de suite sur ce sujet justement de la gestion des déchets. Hugo a bien insisté pendant toute la première partie pour, appuyer sur cet enjeu qui est vraiment, fondamental, dans l'organisation, d'événements. En matière voilà, de gestion des déchets et de réemploi, les structures de l'ESS sont compétentes pour proposer des solutions en fait, alternatives qui vont pouvoir, minimiser justement, cette production de déchets. L'insertion est, particulièrement positionnée sur les sujets, d'économie circulaire, et de fourniture de produits, en zéro déchet notamment, sur tout ce qui est vaisselle réutilisable, éco-cup et cetera. Mais également sur tout ce qui est, solution de tri et de gestion des déchets, sur place, donc pendant les événements. Et on va trouver aussi, beaucoup de structures de l'insertion sur, tout ce qui touche à la, valorisation, des déchets, donc après l'événement et particulièrement sur la valorisation des biodéchets. Sur le secteur du handicap, on va retrouver, notamment le STPA sur tous les objets promotionnels, goodies qui sont, issus du réemploi. Ils sont en capacité de répondre, à ces demandes-là. Et puis, quant à la, fin de vie vraiment, des matériaux, utilisés pour l'organisation d'événements, le secteur associatif va aussi être, très intéressant, pour la récupération de ces matériaux, sur la fin d'événements. En matière d'alimentation et de prestations de traiteurs, c'est des sujets qui sont, évidemment, historiques en fait, pour les structures de l'ESS, notamment, notamment pour le secteur du handicap, qui est tout à fait, en capacité de répondre à des besoins importants, et ponctuels sur, tout ce qui est prestations de traiteurs, cocktails, déjeuners et la livraison de plateaux repas. On retrouve aussi pas mal d'associations, enfin en tout cas le secteur associatif est assez présent, en matière d'événementiel sur tous les sujets de voilà, restauration rapide, food truck et cetera. En matière de communication et d'organisation d'événements, on va avoir, des entreprises, adaptées qui vont se positionner, vraiment sur, l'organisation d'événements professionnels, et qui vont être en capacité, de vraiment, proposer différentes prestations, de la prise de brief, à l'animation, le jour J, pour l'événement. Donc ça va passer par, tout ce qui est, voilà, du conseil sur, le positionnement de l'événement. Est-ce que ça doit avoir lieu, en présentiel, en distanciel, donc le format, cibler le bon public, le lieu et cetera. Et également vraiment en matière de communication au sens, très strict du terme, ils vont être très présents sur les sujets, voilà de production visuelle et graphique, qui sont évidemment, particulièrement, importantes dans le cadre de l'organisation d'un événement. Enfin, on va retrouver, aussi, toute l'ESS sur, les sujets de décoration, d'installation, et d'aménagement en fait, des lieux, où
on retrouve les événements. Et pour ce sujet, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais on a fait toute une session évidemment sur le mobilier circulaire et solidaire. Et c'est donc le secteur associatif qui vraiment domine ce marché de la fourniture de mobilier en réemploi. Donc je vous invite à revisionner éventuellement notre premier webinaire sur tout ce qui est mobilier, où on retrouve beaucoup de structures de l'insertion. Beaucoup de structures d'insertion, pardon, et des associations. Enfin, en termes d'acteurs mobilisables connus, j'en citerai 2 uniquement aujourd'hui, sans rentrer trop dans le détail, mais on va pouvoir retrouver Inspirience, qui est une entreprise adaptée, qui est, elle, labellisée ESUS et qui propose des solutions complètes en matière d'événementiel, sur tout ce qui est l'organisation des événements, qu'ils soient en présentiel, en format hybride ou en 100% digital. Ils vont aussi être présents sur tout ce qui est édition, création graphique et production audiovisuelle. Et puis Kajibig, qui est une association et qui est un acteur qu'on retrouve sur des sujets un peu plus techniques liés à l'organisation des événements. On aura tout un temps dédié à ces porteurs de projets lors du webinaire du 31. Donc je vous propose qu'on repasse sur les slides, juste pour vous faire un petit point en matière de technique d'achat. Et je rebondis très rapidement sur un point qui a été évoqué dans le chat sur la capacité des acteurs à répondre à des clauses un petit peu exigeantes en matière d'économie circulaire. J'ai tendance à dire qu'en fait tout est question de sourcing, et c'est en ce sens aussi que l'article du Code de la commande publique présente le sourcing. C'est que aller se renseigner sur ce que les acteurs sont en capacité de faire doit influencer aussi le cahier des charges. Donc ça va dans un sens comme dans l'autre. Plus on est exigeant dans le cahier des charges, plus on met une pression sur les acteurs économiques pour qu'ils se positionnent sur des sujets d'économie circulaire. Mais pour autant, ça peut aussi fonctionner évidemment dans l'autre sens, en se disant que le CCTP, c'est à ce niveau-là qu'on va pouvoir intégrer des spécifications techniques, donc les exigences minimales, et puis les critères par contre d'attribution vont venir permettre de faire une différence en fait sur des acteurs, sur des éléments peut-être qui n'auront pas permis par le sourcing d'être identifiés comme un élément que les acteurs peuvent adresser de manière systématique. Donc les critères viennent permettre à des acteurs qui sont vraiment avancés de pouvoir faire une différence et de se démarquer. Donc en matière vraiment d'achat solitaire, dans la définition du besoin, pensez à tout ce qui touche vraiment à la fourniture d'objets promotionnels et de goodies dans le CCTP. C'est particulièrement important puisque c'est des sujets que les acteurs de l'ESS peuvent adresser, donc il faut qu'ils soient mentionnés évidemment dans le CCTP, que ce soit alloti ou non alloti. Dans tous les cas, les acteurs de l'ESS vont pouvoir se positionner soit en direct sur les marchés, soit en sous-traitance, voire en co-traitance, en tout cas pour ces éléments-là. En matière de conditions d'exécution, vous l'aurez compris, la clause sociale, c'est évidemment à inclure dans votre CCAP, puisque il y a beaucoup d'activités qui sont liées à cette organisation d'événements qui vont être très, très propices à l'ESS, que ce soit pour des publics en parcours d'insertion ou pour des publics en situation de handicap. Donc, on a des publics qui sont éligibles vraiment à cette clause sociale pour l'organisation de ces événements. En matière de réservation de marché, si le marché est pensé de manière globale sur l'organisation de l'événement, j'aurais tendance à dire qu'il vaut mieux pas réserver le marché pour ne pas restreindre justement la concurrence et voilà, ne pas se retrouver dans une situation d'infructuosité du marché. Après, c'est encore une fois des éléments que je vous donne de manière très globale, mais c'est toujours à mettre en perspective de votre marché, de votre événement. Si c'est un petit événement, peut-être que pour le coup, les acteurs de votre territoire sont en capacité d'y répondre. Mais voilà, de manière générale, sur l'organisation globale des événements, j'aurais tendance à dire qu'il ne vaut mieux pas réserver le marché, plutôt intégrer une clause sociale avec une grosse exigence sur le volume horaire à consacrer à l'insertion. Effectivement, si on va allotir le marché, c'est possible d'avoir un lot qui soit réservé à l'insertion ou au handicap, ou à l'insertion et au handicap, puisque c'est une possibilité qu'on a depuis la loi ASAP. Les acheteurs publics peuvent réserver les marchés
à la fois au secteur du handicap et au secteur de l'insertion. Sur la réservation de marché, aux structures de l'ESS au sens large, c'est toujours, assez complexe puisque c'est, limité à certains objets de marché donc il me semble que l'organisation d'événements n'en fait pas partie donc c'est évidemment, peu recommandé. Et puis sur le sujet de l'allotissement, encore une fois, c'est des éléments qui sont à mettre, au regard, d'un sourcing, approfondi. J'insiste beaucoup sur ce point-là puisque, quand on est dans une démarche vraiment d'achat circulaire ou d'achat solidaire, il faut aller à la rencontre d'acteurs qui sont, innovants, d'acteurs qui sont en capacité de répondre, à vos besoins, mais qui peuvent aussi le faire évoluer. L'allotissement, ça va être une manière de voilà, de permettre à des petites structures comme, des structures de l'ESS de se positionner sur les prestations sur lesquelles elles sont spécialisées. Donc voilà, c'est à faire, au regard du sourcing ou alors, à faire, sur des prestations qui vont pas demander, une coordination, plus globale. Voilà, ça peut être une intervention, très ponctuelle et qui va pas forcément, voilà, s'inscrire, dans la coordination plus globale de l'événement en tant que tel. Sur les marchés dont l'objet est l'insertion, je ne recommande pas de le faire parce que ça demande voilà, les marchés dont l'objet est l'insertion, bah, comme son nom l'indique, c'est l'objet, c'est de permettre à des personnes, de travailler et donc je pense que ça reste des prestations qui sont relativement, techniques avec des forts enjeux, donc c'est pas forcément, idéal. Enfin sur, les critères de sélection, des offres, on va évidemment pouvoir intégrer des critères, sur, la performance, sociale, en tout cas sur les démarches d'insertion, lorsqu'il y a une clause sociale et pour cela, on va pouvoir, fournir un cadre de mémoire sociale comme on peut fournir un cadre de mémoire technique, je le précisais dans le chat tout à l'heure également. Le cadre de mémoire sociale, il va vraiment, accompagner, les répondants à un marché pour qu'ils puissent décrire en détail, la démarche qu'ils mettent en œuvre sur tous les aspects, sociaux et notamment sur la démarche d'insertion, pour pouvoir la valoriser et la noter, de manière la plus juste possible. Et donc c'est le cas également pour, toute la partie, économie circulaire. Fournir un cadre de mémoire, technique, ça va permettre de guider en fait les répondants, pour aller vraiment, les solliciter sur les points précis qu'on veut savoir, comment ils vont mettre en œuvre, les objectifs, d'économie circulaire qui ont été, imposés, dans le cahier des charges. Voilà. Merci Eva. Pour terminer, comme la grille est pas forcément quelque chose de facile à appréhender, surtout en si peu de temps, on a fait un résumé de cette grille pour le secteur de l'événementiel, voilà, de résumé de ce que vous devez retenir de la grille méthodologique sur les 4 grands secteurs, pour que voilà, vous ayez bien en tête ce sur quoi il faut privilégier, ce sur quoi pardon, il faut axer votre marché. Donc, sur la question de l'offre des acteurs économiques, on se rappelle qu'il faut axer ses exigences sur, du matériel éco-conçu, ou réemployable, qu'on doit être attentif à une logistique, propre, donc on doit privilégier des modes de transport et de livraison écologiques et qu'enfin l'économie de la fonctionnalité est une solution très efficace pour, réduire l'émission de déchets de, notre marché. Sur la question de, la demande, et du comportement des consommateurs, sur la question de la consommation d'énergie et d'eau, c'est la partie la plus importante de ce domaine-là. On va faire référence donc aux normes et aux chartes en vigueur, que je vous ai déjà, que j'ai déjà énoncées, précédemment. Enfin, sur la partie gestion, des déchets, on va essayer de, se, concentrer sur le don, de produits, alimentaires et de structures qui, constituera là un axe fort de circularisation, si j'ose dire, de notre, marché. Et sur la partie, achat, solidaire, on va noter qu'on a, 4 grands, axes sur lesquels il y a un fort potentiel: la restauration, la gestion des déchets, la communication et la décoration. Voilà, je, laisse la parole à Stéphanie pour, peut-être présenter, la suite. Merci Hugo. Quelques petites
précision sur les formats, notamment pour les gens qui sont nouveaux dans le programme achat. Bienvenue encore. On a cette solution de conseil minute. Un conseil minute, qu'est-ce que c'est? C'est une heure de permanence, si vous voulez, à votre disposition, les vendredis, entre 10h et 11h, où vous pouvez, via le lien d'inscription que Eva pourra reposter dans le chat, qui vous permet d'avoir une demi-heure à votre disposition en individuel avec un expert achat responsable pour répondre à des questions, à des problématiques spécifiques et pour affiner, par exemple, un sourcing, l'articulation de certaines clauses, l'identification de marchés les plus propices à un achat responsable sur 2023. Évidemment que vous pouvez en amont partager des documents préparatoires pour faire en sorte que l'échange soit le plus riche possible pour vous. Voilà pour les conseils minutes. En ce qui concerne les groupes de travail, c'est un format qu'on a mis en place l'année dernière, qu'on va essayer de retravailler cette année. On vous en dira plus le 1er février dans notre webinaire de lancement. Mais c'est un moment qui vous permet de venir avec un marché précis et on vous accompagne en tout petit groupe de 3 à 6 personnes sur la pré-rédaction de votre CCTP. Et enfin, prochaines étapes, le webinaire correspondant à celui-ci, c'est-à-dire que tous les webinaires, pour rappel, les familles d'achat sont abordées en 2 webinaires. Le premier, enjeu, clause, critères, comme celui qui vient de se dérouler. Et le second fait l'objet de 2 retours d'expérience acheteurs avec présentation de porteurs de solutions. Donc le 31 janvier, ce sera en complément de cette session sur l'événementiel et les salles. Donc rendez-vous à cette date et le 1er février, on vous présentera les nouveaux formats 2023 et les nouveautés pour 2023 ainsi que les thématiques que vous aurez choisies grâce au petit questionnaire que je vais vous reposter dans le chat. Si vous êtes nouveau sur le programme achat et que vous n'êtes pas encore inscrit, vous pouvez compléter le formulaire d'inscription. Vous pouvez retrouver tous les contenus via le petit lien que j'ai posté dans le chat tout à l'heure. Et comme il nous reste quelques instants, ce que je vous propose, c'est de repasser la parole à Eva pour compléter les questions qui ont été posées dans le chat plutôt que de répondre par écrit, notamment la question peut-être sur le facilitateur social qui recommande de ne pas mettre une clause sociale si un marché est inférieur à 150 heures. Eva, je te repasse la parole. Oui, tout à fait. Alors effectivement, je pense que les facilitateurs, ils ont une approche, qui est un peu différente puisque les clauses sociales, on peut y répondre de 3 manières différentes. La première, ça va être, l'embauche directe, et effectivement, en fait, les facilitateurs, ils ont plutôt tendance à pousser cette solution puisqu'ils sont au contact directement des publics qui sont, éloignés de l'emploi via, Pôle emploi, les maisons de l'emploi et cetera. Là où, quand vous avez recours à une entreprise, de l'ESS, c'est les employés directement d'une entreprise de l'ESS qui remplissent ces conditions pour répondre à une clause sociale. Donc, à mon sens, la clause sociale, elle a tout à fait un intérêt, même sur un événement, d'une journée, quand il y a des sujets qui peuvent être adressés, par des structures de l'ESS, que ce soit en réponse directe à un marché ou en sous-traitance ou en co-traitance, heu, avec un titulaire. Voilà. Ah, ton micro, Stéphanie, est coupé. Excusez-moi, on avait également une question sur la grille, est-elle présente dans les documents qui seront sur Rapide? Bien sûr, vous pouvez retrouver toutes les grilles des sessions précédentes sur la page de notre programme achat. Et question, est-il possible d'avoir un exemple de cadre de mémoire sociale et des critères associés à celui-ci? Alors sur la question du cadre de mémoire sociale, lié justement, enfin précisément à tous ces sujets, d'insertion et cetera, je pense que c'est des choses qui sont assez génériques, généralement. C'est pas forcément, très,
calibré par rapport à un marché. Donc il faudrait que je regarde, j'en ai plus en tête exactement, mais je pense que l'adage a dû en publier pour d'autres thématiques. Notamment, je sais qu'ils ont un guide sur l'achat numérique responsable, et il me semble qu'il y a un cadre de mémoire social qui y est intégré. Et puis le critère, pareillement, je pense qu'on peut trouver ça rapidement. Je peux vous les envoyer par mail. Les critères qui portent vraiment sur la mise en œuvre d'une clause sociale, c'est pareil, généralement assez générique. Donc sans problème, je peux vous envoyer ça par mail. Un grand merci Eva, un grand merci à Hugo et merci à tous pour votre participation à ce webinaire. Vous pouvez retrouver dès la fin de la semaine le lien de rediffusion, les slides de présentation, la grille et tous les documents que nous avons mentionnés dans la partie outils. Et on aura le plaisir de vous retrouver le 31 janvier pour la session complémentaire dans laquelle vous aurez un retour d'événementiel sur les salons et un retour événementiel sur un événement porté par la métropole qui s'appelle le Grand Paris Circulaire 2022. On a eu l'occasion de travailler avec Inspirience notamment. On vous présentera, notre équipe achat vous présentera l'allotissement qui a été choisi, les clauses, les critères, etc.